Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous pour cette formation en ligne sur la politique de la transition énergétique euh, qui est organisée par la communauté transition énergétique du programme Green Overseas. Donc, comme chaque fois, la session est enregistrée et si vous avez un problème avec ça, veuillez nous indiquer. On a un formulaire d'évaluation à la fin sur la qualité de la formation de cette session. Les formulaires et l'évaluation est toujours la bienvenue, même si après 5 fois, on est un peu dans un rythme et une approche plutôt stable, mais on cherche toujours à améliorer nos formations et la semaine prochaine, sur la régulation, il y a de nouveau des sessions et donc on peut tenir compte des remarques. Il y aura un certificat de compétence qui sera octroyé à la fin de cette module en indiquant les sessions qui ont été suivies. Donc, on est à la 5e session qui traitera du suivi et l'évaluation de la politique de transition énergétique. Donc, dans le cycle de la politique, c'est, si vous voulez, la dernière étape, et après, ça recommence. Et donc, ça continue. La politique ne cesse jamais, mais il y a quand même un cycle politique qui se clôture avec un suivi, évaluation, et après, on peut réajuster les objectifs, reformuler de nouveaux instruments, de nouvelles orientations qui peuvent peut-être améliorer le succès ou l'efficacité de l'action publique. Donc aujourd'hui, en fait, on commencera avec Pascal Peuchot, qui malheureusement hier n'avait pas pu intervenir vu que on avait pris pas mal de temps pour les présentations, surtout de la Polynésie française. C'était très intéressant, donc on ne voulait pas couper cette présentation, mais donc on voudrait quand même aussi écouter Pascal Peuchot, donc, qui est chargé de la coopération régionale et des relations extérieures pour la collectivité de Saint-Barthélemy. Donc, Pascal parlera de la programmation pluriannuelle de l'énergie de Saint-Barthélemy et surtout du processus d'adoption. Ça, c'est le thème d'hier, de la mise en œuvre de la politique, des processus d'adoption et d'implémentation. Puis, on va commencer avec le thème d'aujourd'hui, qui est la définition et utilisation des indicateurs clés de performance par les îles de l'Union européenne. Ça sera très court, la partie théorique, parce qu'on veut certainement donner beaucoup d'opportunités d'écouter et échanger avec Han van de Veveren, qui est professeur associé à l'Université norvégienne des sciences et technologies, et qui parlera du guide survie des plans d'action climatique. Une question très intéressante. Et puis après, on clôturera, enfin, il y aura l'opportunité de questions et discussions, et après, on clôturera avec donc Loïc Martin Cochet, chef du service énergie de la direction de l'industrie des mines et de l'énergie de Nouvelle-Calédonie, et qui parlera du schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, la deuxième version, parce qu'on a déjà on a parcouru déjà tout un cycle en version 1 et après il y a eu des adaptations. Donc, très intéressé aussi d'entendre comment cette deuxième version a bâti sur les fondements de la première version. Et puis, on clôturera aussi avec l'opportunité de partager votre avis, votre impression, les messages que vous avez retenus comme étant utiles pour vous
Et donc, on aura une session de clôture à la fin. Donc voilà, je propose, si tout le monde est d'accord, de commencer avec Pascal Peugeot. Pascal, bienvenue. Et Merci. on est ravi d'avoir aussi, donc hier on a eu l'île de Saint-Pierre et Miquelon, hein, donc dans le nord au Canada, et maintenant on est content aussi d'avoir une présentation de la situation et surtout de la programmation sur Saint-Barthélemy. Moi, je vais arrêter de partager mon écran et comme ça, je laisse la place pour vous, Pascal, de prendre la parole et présenter. Très bien, merci beaucoup Yann. Tout d'abord, je voulais présenter mes excuses aux personnes qui étaient là hier et qui n'ont pas pu du coup assister à ma présentation puisque j'ai dû partir un petit peu précipitamment, une demi-heure avant la fin. Et c'est pour ça que donc Yann m'a proposé d'intervenir aujourd'hui. Donc j'espère que ça pose de problème à personne. Je vais revenir, alors j'ai pas eu le temps du tout de préparer un support de présentation et je vous prie également de m'en excuser. L'agenda en ce moment est extrêmement, complet, voire, trop complet pour que je réussisse à trouver un petit moment pour le faire. Néanmoins, je vais essayer d'être le plus clair possible pour que, tout le monde puisse bien comprendre. Alors, tout d'abord, je vais rappeler, bon, rapidement, Saint-Barthélemy, c'est une petite île du nord des Petites Antilles qui fait, 21 kilomètres carrés. Donc un petit peu plus grande que Saint-Pierre, mais plus petite, que Saint-Pierre et Miquelon. Hem On est, évidemment une zone, non interconnectée, à aucun réseau continental, et voilà. Alors, le contexte juridique, dans lequel la collectivité exerce sa compétence est important à être, rappelé puisque en fait, il est, relativement récent. Alors Saint-Barthélemy est devenu pays et territoire d'outre-mer en 2012 et n'a commencé à exercer, réellement sa compétence, énergie, qu'à partir, on va dire, de 2020, puisque c'était la date à laquelle l'État, français et la collectivité ont signé une convention cadre sur l'énergie qui prévoyait, les choses, suivantes. Donc la transposition de certaines dispositions du Code national de l'énergie dans la réglementation locale de l'énergie, donc pour, avoir, un corpus, juridique, et bah, qui puisse, on va dire, donner un cadre, d'intervention, à notamment EDF SEI, puisque c'est EDF SEI qui est le producteur et le distributeur, de l'électricité, sur l'île de Saint-Barthélemy. Il n'y a pas de concurrence, entre les fournisseurs, d'électricité. Donc voilà, on a une base, législative et réglementaire qui s'appuie sur le Code national de l'énergie et puis, heu, dans les attentes, de l'État, c'était, en contrepartie du maintien de la CSPE. Donc la CSPE, pour faire simple, c'est la péréquation tarifaire, c'est-à-dire que les clients, d'EDF, à Saint-Barthélemy, payent, le même prix, l'électricité, que sur le territoire, hexagonal. Hem et pour maintenir ça, donc effectivement, il fallait qu'on transpose le code de l'énergie, enfin une partie du code de l'énergie, bien entendu, puisqu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens à être, applicables à Saint-Barthélemy et qu'on se dote, également d'une, programmation pluriannuelle de l'énergie et également d'un comité, MDE, un comité de la maîtrise de la demande en énergie, donc un petit peu sur le modèle de ce qui se fait, sur les autres, territoires insulaires, français qui n'ont pas le statut de PTOM. Hem
Donc voilà pour le contexte dans lequel, doit s'établir, cette PPE. Alors, il faut avouer que, on a attendu, les dernières élections donc, qui datent de mars 2022, donc un renouvellement du conseil territorial avec une nouvelle équipe, une alternance depuis 30 ans en fait, qu'il n'y avait pas eu à Saint-Barthélemy et les nouveaux élus ont vraiment pris à bras-le-corps, la politique énergétique en mettant un coup d'accélérateur à l'élaboration de la PPE puisque un projet de PPE a été, adopté par le conseil territorial à la fin de l'année dernière, donc en décembre 2022. Bon alors la définition, hein, d'une PPE, un document stratégique qui évalue les besoins énergétiques du territoire et qui détermine les moyens nécessaires pour y répondre, fixe les moyens les objectifs en matière de maîtrise de la demande en énergie, de sécurité d'approvisionnement énergétique de l'île et de développement des énergies renouvelables. On a, fait le choix d'écrire la PPE en interne, c'est-à-dire de pas sous-traiter à un bureau d'études, pour, essayer, on va dire d'aller un petit peu plus vite et donc le comité de rédaction, était composé, pour la collectivité, par moi-même, et puis, également, des représentants de EDF SEI, de l'ADEME et de représentants de l'État, donc représentants du ministère de la Direction générale énergie climat, en Guadeloupe, la DEAL, voilà. Et donc ce comité, qui est également le même que le comité, maîtrise de la demande en énergie, du moins le même en termes de représentation institutionnelle et pas forcément, les mêmes personnes en termes de rédaction, hein, des documents. Et donc chacun, s'est partagé, des parties à rédiger. Évidemment, chacun en ce qu'il est concerné et chacun en ce qui, en les compétences qu'ils avaient à exercer. Alors, les principaux enjeux de cette, rédaction, en fait, c'était enfin de la PPE finalement, c'était de garantir la sécurité en approvisionnement électrique puisque, on la collectivité, le territoire fait face à une, très grosse croissance de la consommation, électrique, tirée par, la croissance, économique et l'accroissement, démographique qui, sur 20 ans a dépassé, les 40. Donc, c'est, quelque chose de très important et on est, aujourd'hui, presque à la limite, on va dire, de ce que le territoire peut supporter au niveau des infrastructures qui existent, que ce soit pour l'électricité, mais également, pour la production d'eau. Hem et on il y a un projet de renouvellement des moteurs puisque, 100 de l'énergie, distribuée, enfin produite et distribuée surtout sur le réseau de distribution à Saint-Barthélemy, provient de la centrale, thermique, donc avec des moteurs, qui fonctionnent au gasoil, un peu comme Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a pas, alors il y a, environ 2 mégawatts crête installés, sur les toitures des maisons, mais en pure autoconsommation, puisque j'y reviendrai, sur cette question de la réinjection. On est, en train, d'y travailler. L'idée étant, d'inverser, la courbe de croissance de la consommation électrique, en impulsant une politique de sobriété énergétique par la mise en œuvre d'actions d'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande d'énergie. Ça, c'est le rôle du comité MDE. Et ce comité MDE avait, pour aider, à mieux appréhender les choses, on en parlait hier, là aussi on a besoin de données d'entrée pour pouvoir fonder une politique et on n'avait pas grand-chose, comme élément, si ce n'est, la connaissance empirique du territoire et donc au travers du comité MDE, on a, heu
lancé une étude visant à mieux connaître les habitudes de consommation, du secteur résidentiel et puis, du secteur, touristique, hein. Pas d'industrie non plus, chez nous, à quasiment 100 l'industrie touristique, donc pas d'industrie lourde, je veux dire. Et c'est le tourisme qui, tire tous les autres, secteurs de l'économie, la construction, et les services. Hem, 3e point, engager la transition énergétique, puisque comme, je le disais tout à l'heure, à part, les 2 mégawatts crête, installés sur les toitures de particuliers qui ont fait, ces investissements, par eux-mêmes, pas d'autres sources de production d'électricité que la centrale, thermique. Et donc, évidemment, intégrer les énergies renouvelables sur un petit territoire de 21 km² avec, un tourisme de très haut de gamme, donc avec, des nécessités de préservation, du paysage, de la qualité, aussi, d'accueil du territoire qui fait son modèle économique. L'idée n'était évidemment pas de défigurer l'île avec, des éoliennes un petit peu partout. C'est également une approche, qu'on a, pour, les antennes de téléphonie mobile, puisqu'on souhaite pas non plus avoir des gros pylônes, en haut des mornes. Enfin les mornes, chez nous, c'est, les collines pour traduire, en français. Donc évidemment, dernier enjeu, garantir la sécurité d'approvisionnement en hydrocarbures du territoire et de définir les critères de sûreté, adaptés au contexte. C'est-à-dire, comment on fait pour, garantir, que, l'électricité sera toujours disponible avec des critères de défaillance fixés à quelques heures, par an. Donc contractuels, hein, avec EDF SEI. Puisque c'est vrai que ce document de PPE est un document, qui, derrière, va créer des droits et des obligations, à EDF SEI, mais également à la collectivité, et aux éventuels investisseurs, qui, porteraient des projets de production, d'énergie, renouvelable sur le territoire. Donc, à Saint-Barth aujourd'hui, pas de ferme photovoltaïque, pas d'éoliennes, pas d'autres sources. Hem, alors, pour, revenir sur l'évolution, de la demande, en plus de l'étude qu'on a fait dans le cadre du comité, MDE, on va mettre en place un observatoire pour, pouvoir, disposer d'un maximum de données possibles pour analyser les consommations d'électricité et mieux connaître les usages. La première étude qu'on a fait nous a permis de comprendre que, à peu près, 30, c'est la climatisation qui pèse, sur les dépenses, des, Heu, que ce soit, des hôtels, des villas, ou des résidences principales, mais également, l'eau et les piscines. Il y a énormément, d'évaporation de l'eau, dans les piscines, et également, alors chose, vous allez me dire parfois, très étrange, enfin, peut-être vu de l'extérieur très étrange, mais il y a énormément de systèmes de chauffage de piscine. Pour que, au mois de décembre, les touristes puissent, continuer à se baigner dans une eau à 30 degrés au lieu de 26-25, dans les piscines. Parce qu'à cause, du vent, l'eau, descend,
l'eau des piscines descend, enfin la température de l'eau des piscines descend. Et en fait, sur l'île, l'eau n'est seulement disponible que par la désalinisation. Et la désalinisation, à 60-70%, elle est faite avec de la technologie de l'osmose inverse. Et en l'occurrence, l'usine qui produit l'eau désalinisée est le premier client d'EDF SEI en termes de consommation. Donc, on a les ratios, je les ai plus en tête, de combien coûte en termes de kilowattheure la production d'un mètre cube d'eau potable. Et c'est vrai que ces ratios-là, on s'est rendu compte juste en faisant une rapide analyse que, effectivement, si on avait une action sur l'évaporation de l'eau dans les piscines et sur le chauffage dans les piscines, et y compris les pompes aussi, les pompes de piscine, on pouvait avoir véritablement un impact à la baisse sur la demande en électricité. Jusqu'à présent, il y a eu très peu d'actions de maîtrise de la demande en énergie qui ont été menées. Et les pistes qui sont aujourd'hui, on a un cadre de compensation. Alors le cadre de compensation, c'est un système qui est alimenté par des fonds de la solidarité nationale, c'est-à-dire que, comme l'expliquait hier le conseiller du ministre à l'énergie de la Polynésie, chaque citoyen français, alors de France hexagonale, des départements et régions d'outre-mer, donc hors PTOM, mais y compris Saint-Barthélemy, paye une taxe qui est reversée dans un pot commun. Et ce pot commun sert à financer notamment les actions de maîtrise de la demande en énergie, mais également les investissements en matière d'énergie renouvelable, notamment par la fixation d'un tarif de rachat qui est avantageux. Voilà. Cet argent-là sert également, du coup, à compenser les coûts de production dans les zones non interconnectées comme Saint-Barthélemy, puisque, alors jusqu'aux récentes augmentations du tarif régulé de vente, on était à peu près 11 centimes le kilowattheure payé sur la facture, pour un coût de production d'environ 35 centimes. Aujourd'hui, on est monté avec les récentes augmentations de cette année 2023, dont la collectivité, dont le territoire a été forcément impacté, hein. C'est des hausses décidées au niveau national, mais qui sont impactées directement aussi chez nous. On est à peu près à 18, et le ministre de l'énergie en France annonçait encore qu'on aurait une augmentation de 10% de la facture. Donc on se rapproche petit à petit, mais ça permet de combler ce déficit. Voilà à quoi sert cette CSPE, donc on va dire ce fonds de péréquation. Alors l'idée, en maîtrise de la demande, ça serait de mettre en place une fiscalité sur le prix de l'énergie. Ça, on l'a déjà fait. Et évidemment, ça a été, en plus, accentué par les augmentations nationales, puisqu'on a la compétence fiscale, hein, à Saint-Barthélemy. Ensuite, il y a un projet qu'on n'a pas encore mis en place, c'est mettre en place une réglementation thermique, qui s'inspirerait de la réglementation thermique qui existe en Guadeloupe. Et puis, il y a eu, pour tous les projets neufs ou toutes les demandes d'augmentation de puissance, une limitation de puissance des comptages à 9 kVA, ce qui est relativement peu, mais largement suffisant pour faire fonctionner une habitation. Et donc, tous ceux qui veulent plus, donc en l'occurrence, les villas de location, les hôtels, les entreprises, doivent présenter un diagnostic énergétique pour que la collectivité leur octroie le droit de dépasser le plafond fixé à 9 kVA.
Heu, on a également la possibilité, ça c'est pas encore fait, mais ça va être fait en 2024, de moduler les taux de droits de quai, appliqués aux équipements en fonction de leur efficacité, énergétique. Les droits de quai, c'est les droits de douane, hein, chez nous. Pour ce qui est des énergies renouvelables, électriques, alors à la différence de la Polynésie, qui avait, entamé, un travail sur les grosses, installations, nous, le travail qu'on va faire, il va, être, vraiment, porté sur les installations individuelles. Pour, faire en sorte que toutes les maisons, tous les bâtiments de l'île, puissent être équipés de panneaux photovoltaïques, et soit autoconsommés ou réinjectés sur le réseau. On n'a pas énormément de foncier et donc la possibilité enfin, on est extrêmement, restreint en, possibilité d'installer des fermes solaires ou des champs d'éoliennes, donc il y a aussi, toute une nécessité d'exploiter, bah, le potentiel d'énergie éolienne, y compris éolienne individuelle. Hem, de soutenir les projets de valorisation énergétique des déchets et de, transformer, la centrale thermique qui fonctionne aujourd'hui au gasoil en une centrale thermique qui fonctionnera au biocarburant. Donc c'est vrai qu'en passant, au biocarburant, ça y est, à 100 on est, énergie renouvelable. Bon, ça ne renforce pas l'autonomie de l'île, donc c'est pas non plus, une fin en soi et puis, on est, tellement, petit, au niveau des territoires français, des Antilles-Guyane, que c'est pas, Saint-Barthélemy qui va décider seul de passer au biocarburant. C'est toutes les îles, des Antilles et la Guyane, qui vont tous passer au biocarburant, en même temps. Et puis, étudier aussi le potentiel, de projets, d'énergie, marine, y compris d'éolien offshore. Alors, là encore, pour comparer, par exemple à la Polynésie, on n'a pas la possibilité d'installer des SWAC parce que, on n'a, aucune profondeur. On est sur le plateau continental et les tombants sont à, plusieurs, dizaines ou centaines de kilomètres de l'île. Donc, c'est pas du tout envisageable. Hem, Sinon, un autre point, pour accompagner la transition énergétique, alors, il y a un gros travail d'enfouissement de tous les réseaux. Et d'installation de tous les réseaux, aériens bien entendu, hein, pour les questions de sécurité et puis ça permet aussi, bah, quand on met des nouveaux câbles en terre, de renforcer, le diamètre des câbles, qui étaient précédemment en aérien pour, améliorer, la quantité d'électricité qui peut être distribuée, mais qui pourra être aussi réinjectée sur le réseau, que ce soit sur le réseau HTA, donc le réseau, haute tension ou le réseau basse tension, le réseau de distribution. On prévoit une évolution des seuils de déconnexion des énergies renouvelables intermittentes, donc à 35 alors il était à 35 en 2018, hein, selon EDF et aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 45. Ensuite, en termes de modernisation du réseau, tous les compteurs, vont devenir, communicants, hein. Dès l'année prochaine, les quelques compteurs qui restent, qui ne sont pas communicants, le seront. Et puis, on envisage aussi, une batterie, hein, un stockage, centralisé. Alors, qui peut être, comment, appeler ça, mon collègue, hier? Une centrale virtuelle, si j'ai bien compris. Effectivement, c'est pour, anticiper, l'intermittence des énergies renouvelables, qui peuvent, parfois, soit trop injecter sur le réseau ou pas assez, à la défaveur d'un nuage. Étant entendu que, évidemment, nous, quand on a un nuage, qui passe, sur l'île, il passe, sur toute l'île, heu, l'île étant, toute petite. Donc il y a pas, une partie de l'île qui peut sauver, l'autre partie. C'est l'équilibre, du système énergétique est très,
complexe sur un tout petit système comme Saint-Barthélemy. Et on se pose aussi pas mal de questions. Alors, on travaille sur un programme avec Mayotte, et La Réunion, sur, les modèles, économiques, juridiques, techniques de la transition énergétique, des petits territoires insulaires. Voilà, donc ça, c'est un projet européen dans le cadre de Horizon 2020 qui s'appelle, Maesha. Et enfin, avant-dernier point sur le volet, de la mobilité, on va travailler, aussi sur, les véhicules électriques, sur l'île. Il y a déjà pas mal de véhicules électriques, mais plus qu'il y a de véhicules électriques, plus ça fait peser, une consommation, supplémentaire sur la centrale, et donc évidemment, il va falloir, tenir compte de ces problématiques, donc notamment en interdisant les bornes de recharge, accélérées, et hem faire en sorte d'anticiper, que, on puisse avoir des bornes de recharge, intelligentes. Alors à partir de 2026, bornes de recharge intelligentes, avec véhicules qui sont en capacité de réinjecter sur le réseau. En fait, avec la petite taille de l'île, les véhicules électriques et puis comment dire? Leur autonomie ne cessant d'augmenter, heu, des autonomies de 100 kilomètres, aujourd'hui sont largement suffisantes pour, passer 2-3 jours, sur les routes de l'île. Donc on a toujours un potentiel, qui pourrait être présent et en capacité d'être réinjecté sur le réseau, par tous les véhicules, qui seraient connectés au réseau, via des bornes qui le permettent. L'année prochaine, on va lancer notre schéma, d'infrastructure de recharge des véhicules électriques, justement pour, pouvoir, calibrer tout ça, et schéma de recharge des véhicules électriques tant sur le domaine public, donc avec des investissements, propres de la collectivité, mais aussi, chez les privés, parce que notamment les grands hôtels, eux aussi veulent apporter ce service à leurs clients. Les loueurs de voitures, bah, également, puisque leur parc, ne va cesser, d'aller vers le véhicule électrique, et donc de pouvoir fixer des règles d'usage, de ces types de bornes de recharge, en les couplant, au maximum avec, des ombrières, photovoltaïques. Et puis, pour que la transition énergétique soit un succès, évidemment une action, en termes d'emploi et de formation pour avoir, la main-d'œuvre, qualifiée sur l'île, et éviter de dépendre, des autres territoires, que ce soit de Saint-Martin qui est, juste à côté, ou de la Guadeloupe qui est à 250 kilomètres. Mais, les transports, entre les îles étant, souvent aléatoires, il vaut beaucoup mieux qu'on ait, nos techniciens et la compétence locale. Ce projet donc, de PPE, donc dont j'ai pas mal parlé, a été soumis, au ministère, à la direction générale énergie-climat, puisque l'État français, pour, juger, de la pertinence de cette PPE, et surtout de l'impact sur le coût de la péréquation, va pouvoir chiffrer toutes les mesures, qu'on a. Et on a également, là, on est en cours, alors on a reçu, l'avis de l'autorité environnementale. L'autorité environnementale, c'est, une autorité administrative qui est, au sein, de la direction générale énergie-climat, au ministère, et qui analyse les impacts environnementaux, des PPE, de tous les territoires, ultramarins, hors PTOM. Et donc nous, on a souhaité, néanmoins avoir cet avis, parce qu'on est aussi compétent en environnement, donc en théorie, on ne devrait pas forcément avoir, le retour enfin l'avis de cette autorité, mais on l'a souhaité pour, pouvoir améliorer la qualité de notre document. Hem
et avoir un document qui soit le plus consensuel possible. Alors évidemment sur le territoire avec les acteurs locaux, mais également avec l'État, puisque comme je le disais au départ, on a une convention cadre sur l'énergie qui nous impose de toujours discuter avec l'État. Et la dernière discussion en date, c'est justement pour fixer le tarif de rachat de l'électricité. Donc si dans les textes, on est compétent pour fixer le tarif de rachat de l'électricité produite, par exemple par des installations photovoltaïques, il faut que l'État valide le montant. Et donc on est aussi en cours de discussion donc avec l'État et avec la Commission de régulation de l'énergie, puisque le régulateur n'est pas nous, on a fait le choix d'être aussi sous la, on va dire, la tutelle de la Commission de régulation de l'énergie française. Tout comme dans les télécoms, hein, on n'a pas cette capacité, on va dire, institutionnelle à avoir à monter des régulateurs sur notre territoire. Néanmoins, on a quand même une capacité de discussion. Mais comme c'est le début et que l'État n'a pas l'habitude de discuter avec un PTOM sur des questions d'énergie, c'est pas simple parce qu'il faut aller convaincre et expliquer à chaque interlocuteur, aux ministres, mais également à tous les fonctionnaires du ministère de l'énergie à Paris, nos particularités et comment ça fonctionne. Et c'est pas simple, hein, d'être on va dire le seul PTOM des Antilles-Guyane, parce que tous les logiciels sont formatés pour discuter avec des territoires qui n'ont pas la compétence énergie. Mhm. Et ça, c'est vraiment, on va dire, la partie la plus touchy, la plus Mhm. difficile à faire, parce que ça nous demande d'être peut-être un peu plus présent à Paris que ce qu'on ne l'est habituellement, pour exercer une compétence qui est la nôtre. Mais je voudrais quand même souligner que les travaux avec les acteurs locaux, hein, donc que ce soit EDF, hein, l'ADEME, l'agence de la maîtrise l'agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement nationale, mais qui a une antenne en Guadeloupe et qui est compétente aussi à Saint-Barthélemy. Qui j'oublie encore, Je pense que et les services de l'État. Voilà. Tout ça, c'était vraiment, ça demande d'être systématiquement en train de parler, d'échanger ouais. avec nos interlocuteurs. Mm. Merci beaucoup et merci pour cet exemple de l'approche programme pluriannuel de l'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, vous avez quelque part choisi vous-même, hein, de vous conformer, hein, avec, comme vous venez d'expliquer, hein, avec cette approche, hein, qui s'applique normalement euh, à d'autres territoires plutôt. Et donc, c'est un bel exemple de cette approche. Et je pense que ça montre qu'il y a tous les pour euh, attacher, hein, au cours à la formation, hein, qu'on a eu les dernières journées. Ça montre tous les cycles, hein, de la politique énergétique, les institutions, hein, le système d'avis, bien sûr le système de péréquation qui est très central là-dedans. Et, euh, euh, et je pense que, voilà, comme vous l'avez expliqué, il y a des éléments, hein, qui sont stimulants, il y a des éléments qui sont plutôt contraignants peut-être, hein, dans cette approche, mais elle est complète. Euh, voilà. Je pense que merci beaucoup de ce témoignage très intéressant. Maintenant, on voudrait continuer avec euh, donc la session d'aujourd'hui sur le suivi et l'évaluation. Euh, et donc, euh,
on est dans la dernière étape du cycle de la politique de transition énergétique. Question, que sont les indicateurs clés de performance? Comment utiliser les indicateurs clés de performance dans le suivi et l'évaluation? Et ça sera aussi dans les présentations qui viennent après le thème central. Un peu de théorie, les indicateurs clés de performance sont des objectifs fixés qui servent à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la transition énergétique. Ça se réfère aux principaux objectifs, mesure l'efficacité du processus et montre le niveau de progrès dans la transition énergétique. Et le mot est toujours utilisé par rapport aux indicateurs clés de performance, c'est SMART. Les indicateurs doivent être spécifiques, doivent être mesurables, doivent être atteignables, peuvent être ambitieux, mais doivent néanmoins être réalisables, en rapport avec les objectifs, et temporalité limitée, dans le sens que on essaye de mettre des objectifs à des moments clés qui sont quelque part qui correspondent à des processus qu'on sait mener pour implémenter une certaine politique. Et par rapport à ça, par exemple, on a bien sûr les objectifs 2050, mais 2050 est quand même très très lent, et on risque finalement de postposer certaines actions qui sont néanmoins urgentes. Et donc c'est pour ça que la plupart des plans butent sur 2030, et on est en train de discuter aussi des objectifs 2040, et ça montre que ces objectifs sont finalement c'est le temps de 2 gouvernements, plus ou moins. Ça dépend un peu du cycle ou du système politique, mais donc c'est quelque chose qui est réalisable dans une période significative. Bien sûr, comme on a vu dans les plans, d'ailleurs, le climat, Nouvelle-Calédonie, sur lequel on aura une explication tantôt, mais aussi dans les autres plans de Polynésie et d'autres, on mesure via l'intensité énergétique, la dépendance, très important, la part des énergies renouvelables, comme aussi exprimé pour Saint-Barthélemy, et la diminution des émissions d'équivalent CO2. Et sur cette question, on aura aussi plus d'explications. Donc, comment utiliser les indicateurs clés de performance dans le suivi? Donc, d'abord, dans la définition, de garder les indicateurs clés SMART, puis utiliser la même méthodologie pour calculer l'indicateur. C'est important, et c'est pour ça que la question de monitoring, de reporting et vérification, MRV, dans le langage international, dans le climat, est très important, qu'il y a des protocoles de mesurement, des protocoles de rapportage qui sont standardisés et avec lesquels on peut comparer, en fait, pas seulement de façon intertemporelle, mais aussi intersectorielle, et aussi avec d'autres territoires ou d'autres pays. Utiliser la même base de référence que celle utilisée lors de la définition, très important de définir des points de départ, et aussi contrôler les tendances pour être en mesure d'adapter la politique, les actions, la réglementation. Donc, j'ai vu que dans pas mal de plans, il y a ces indicateurs. Maintenant, comme on a fait l'exercice hier sur qu'est-ce qui existe en termes de données, ici se pose la même question. Bien sûr, s'il n'y a pas de données, difficile d'aller définir un indicateur clé. Et le choix d'indicateurs clés va aussi quelque part influencer et avoir un impact sur la politique qu'on mène. Et je donne un exemple disons, notre domaine d'énergie renouvelable dans lequel nous sommes actifs.
Il y a 10 ans, la question était plutôt combien d'électricité est-ce qu'on peut produire, hein, les entreprises, ils avaient un terrain ou une surface, disent bah, combien d'électricité est-ce que ça peut mener. C'est toujours une question. Mais maintenant, beaucoup d'entreprises, hein, via des normes internationales, hein, sur le monitoring de leur bilan carbone, ils posent la question combien de CO2 est-ce qu'on peut réduire dans notre entreprise par tout moyen possible, dont aussi l'énergie renouvelable. Donc la question est devenue beaucoup plus climatique où elle était avant, plus énergétique. Et donc on voit que tout le système et aussi les promesses, les objectifs que les entreprises se sont fixés en termes de CO2, finalement percolent, hein, dans toutes les activités qui aident et contribuent à cette réduction de gaz à effet de serre à chaque niveau, résidentiel, entreprise et tout ça. Et donc, on voit là que depuis l'accord de Paris que l'approche CO2, hein, est devenue beaucoup plus forte qu'elle était avant. Je pense que dans l'entretemps, je passerai à la présentation de Han van de Wevre, ce qui permettra de poser beaucoup de questions et interagir avec lui via le chat ou directement. C'est une présentation qui invite, hein, à être discutée. Donc voilà, je voudrais passer la parole à Han. Yann, peut-être Oui. une question pratique. Est-ce que Loïc est dans l'audience ou non? Parce que normalement, il est l'orateur suivant, mais je ne le vois pas dans les participants, dans la liste participants. Okay, bah, Donc, Loïc, si tu es là, tu peux Je vais donner me une... permettre de répondre, pardon, Axel Largenal d'IMAC. Loïc est mon collègue, je crois qu'il est arrivé au bureau, je vais le prévenir. Ok, 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 c'est super. ça, c'est juste Mais ça. on commence avec Han. Voilà. Ok. Mhm. Super. Voilà, Han, Merci. you Ok, have the floor. merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui. Euh, alors, je vais prendre ma présentation. Voilà. Maintenant, j'espère que ça va bien démarrer. Est-ce que là, vous voyez en mode de présentation ou en tuile? Non, c'est pas encore en mode de présentation, c'est en Oui. mode d'élaboration. J'ai le même problème que la fois passée, donc je vais encore essayer. Voilà. Oui, maintenant c'est bon. OK, merci. Merci. Parfait. Donc, oui, je vais partager avec vous certaines expériences que j'ai depuis maintenant quand même une douzaine d'années avec l'élaboration de plans d'action climatique dans les villes en Europe, un peu partout en Europe. Je voudrais tenir ma présentation très pratique. Donc, on a déjà vu plein de défis dans l'exposé de Pascal. Donc, il a touché à beaucoup de choses que je traite aussi. Et donc, on a eu l'introduction théorique, disons, des indicateurs. Mais donc, si on travaille sur le terrain, quand même, il y a plein de choses pratiques qui sont intéressantes à observer. Et donc, je voudrais surtout parler de mon expérience euh, dans le travail sur le terrain. Et donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions ou des remarques, donc levez la main ou parlez directement ou faites un signe à Yann et comme ça, je peux essayer de répondre au mieux.
Et donc, j'ai appelé ma présentation guide de survie des plans d'action climatique parce que c'est bien de commencer théoriquement, mais donc vous savez tous que quand on commence avec des choses qui vont vraiment intervenir dans la structure de la société, ça devient très difficile. Et donc, voilà quelles sont mes expériences et comment je lis ça au monitoring, donc aux indicateurs. Voilà. Bon, les indicateurs, deux remarques déjà préliminaires. Donc, un indicateur indique quelque chose et en indiquant, donc, c'est pas toute la réalité. Donc, derrière un chiffre, derrière un indicateur, il y a quand même un monde plus complexe et il faut toujours savoir où l'on veut aboutir. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je veux souligner, c'est que si les parties prenantes comprennent pas un indicateur, il mène à rien parce que voilà, c'est sa fonction d'expliquer des choses. Donc, si vos intervenants dans une discussion ne comprennent pas l'indicateur, on n'avance pas non plus. Donc, nous, on met beaucoup d'efforts en expliquant les choses, mais aussi en visualisant bien les indicateurs parce que dans tout ce processus de transition énergétique, bon, il y a le côté des procédures, des lois, et je sais que, par exemple, en France, tout est très hiérarchique, c'est très centralisé, donc bon courage quand vous devez aller discuter à Paris. Mais donc, à part ça, il y a tout un travail pratique et il y a quand même de caractère assez différent à faire sur le terrain. Et c'est plutôt sur ça que je vais me concentrer. Donc, juste pour référer à l'exemple de Pascal des piscines à Saint-Barthélemy. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Et donc, la consommation d'électricité pour chauffer, pour chauffer une piscine sur une île tropique, bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Mais donc, on pourrait dire, l'indicateur nous montre que, je dis quelque chose, 15% de l'électricité est utilisée pour les piscines. Donc, on va changer, on va essayer de mettre des chauffe-eau solaires pour les chauffer. Mais on peut aussi ouvrir la discussion et on peut, par exemple, se demander comme communauté, est-ce que, vu l'urgence climatique, est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour chauffer les piscines de 26 à 30 degrés? Nous, au nord, il y a plein de gens qui vont nager dans la mer et dans les rivières en hiver. On appelle ça les ours solaires, les ours polaires, pardon. Et bon, j'ai l'expérience, c'est beaucoup plus sain d'aller nager dans une eau froide que dans une eau surchauffée. Donc, c'est toute une question de confort, de psychologie, je provoque un peu, mais c'est ce genre de discussion qu'on a dans nos villes aussi. Par exemple, si ici, chez nous, et ça, dans beaucoup de cas, c'est la même figure. Par exemple, si on discute de la place de la voiture dans la ville, voilà les bagarres. Ça commence les discussions. Les gens qui essayent chez nous de réduire la place de la voiture dans la ville, ben, ils doivent mettre un gilet anti-bulle pour se protéger. Ils reçoivent des menaces de mort. Donc ça, c'est des critères sociaux, sociétals. C'est des normes qu'on assume qui sont derrière les indicateurs, mais qu'il faut oser mettre en question pour avancer sur ces problèmes très complexes. Voilà, ça comme une petite réflexion sur euh, parfois nos excès d'utilisation d'énergie et l'automatisme qu'on a d'accepter que cette forme de consommation est normale. Donc, quels sont nos objectifs? Maintenant, je vais aller très vite parce qu'on n'a pas tellement de temps. Donc, si je reviens à mon histoire européenne, avec des buts qui sont posés par l'Union européenne, il y a deux piliers. Point de vue environnemental, il y a deux piliers, c'est-à-dire on veut arriver à 100% d'énergie durable et renouvelable à 2050. Pas seulement ça, aussi, deuxième but, c'est d'arriver à une économie circulaire.
et les deux sont bien liés, je vais vous montrer par après. Dans cette économie circulaire, il est surtout important de fermer les boucles d'une façon aussi serrée que possible. C'est-à-dire que, comme vous voyez à droite dans le cycle technique, le cycle des matériaux industriels, vous voyez qu'il vaut mieux de réparer un produit que de le jeter et de recycler le matériau. Dans le cycle biologique, les mêmes choses sont possibles. Donc, il vaut mieux utiliser des produits en cascade que de directement aller au plus fond euh, du, du, de la clôture du bouclier. Mais ça, c'est des conditions environnementales, mais euh, derrière tout ça, hein, ce qu'on veut vraiment, hein, c'est le vrai but, c'est d'avoir des lieux de vie agréables, pas seulement pour nous, mais aussi pour les générations qui viennent. Et donc, c'est un peu comme, comment je le résume, hein, donc 100% renouvelable, circulaire, mais 100% vivable. Et donc, dans la session précédente, on m'a demandé, bon, le 100% vivable, agréable, lieu de vie agréable, c'est une politique de l'Union européenne. Non, c'est pas une politique explicite, mais il faut quand même dire que euh, au début, l'approche de ce problème de durabilité a été assez technocratique en Europe. Mais puis, on a vu que l'histoire n'est pas complète là, et donc, on a vu alors apparaître le Green Deal avec trois piliers, dont un est Leaving No One Behind. Donc, on ne laisse personne en arrière. Donc, ça veut dire inclusion, justice sociale, c'est-à-dire la transition énergétique de durabilité, c'est pour tout le monde. Donc, on ne peut pas laisser des gens euh, euh, sans solution. Euh, déjà une chose, donc la justice sociale. Deuxième élément, par exemple, maintenant, depuis 2, 3 années, il y a une nouvelle initiative de politique qui s'appelle le New European Bauhaus, hein, qui se réfère au Bauhaus allemand historique, et qui dit que voilà, dans ce qu'on fait dans les villes, dans tout, il s'agit d'être durable, inclusif et beau. Donc là, c'est l'esthétique qui est mis en avant. Et donc, vous voyez bien que euh, les ajustements dans le cadre politique en Europe, hein, ça va dans la direction d'inclure des paramètres plus soft, plus culturels, plus sociaux dans les politiques, justement pour avoir ce troisième but. Parce que euh, si on va retourner la question, hein, si vous allez imposer le renouvelable, le circulaire comme condition technique, euh, c'est pas évident. Par contre, si vous allez séduire les gens avec l'idée que eux, ils vont contribuer à la création d'un environnement de vie qui est vraiment irrésistible, qui est vraiment ce qu'ils veulent pour le futur et pour les enfants, alors la motivation devient tout à fait différente. Et c'est ce processus de rendre la question irrésistible, hein, très attractive, c'est un exercice qu'on fait tout le temps parce que exactement, c'est comment on va motiver tous les acteurs sur le terrain. Donc, comme je disais, la question technique, c'est le métabolisme, si c'est d'un village ou d'une ville ou une région ou une île, ça revient à la même chose, mais je ne vais pas aller dans les détails, donc je laisse ça pour vous, pour regarder si vous voulez après. Un exemple où on a vraiment travaillé sur ce métabolisme urbain, déjà il y a longtemps, mais c'est vraiment un quartier fantastique à Stockholm, en Suède, donc où on a pensé tout le système de tous les flux d'énergie, d'eau, de matériaux, de déchets, et comment ils interfèrent, comment on va de l'eau à l'énergie, de l'eau aux matériaux,
de l'eau des matériaux à l'énergie. Hein. La combustion des déchets organiques, c'est un exemple, mais il y a des mécanismes plus sophistiqués pour travailler sur ce métabolisme urbain. Donc, ça, c'est la base physique, mais de nouveau, hein, donc, comment se présente ce quartier à Stockholm? Par la qualité de vie. Hein, donc, mobilité durable, marché nourriture biologique, panneaux solaires. Bon, tout ça, c'est des moyens pour arriver à une ville qui est vraiment vivable et où tout le monde veut habiter. Le désavantage de ce projet, par exemple, ici, c'est qu'il est tellement désiré qu'il est devenu super cher. Donc, et encore là, donc, on doit toujours penser, hein, si on va améliorer la ville, est-ce qu'elle reste affordable, est-ce qu'elle reste abordable pour chacun? Un élément que je veux aussi un peu mettre en avant, c'est que si vous allez faire des interventions et vous allez les juger dans le cadre économique classique avec un business case, hein, donc avec la feasibility, comment ça s'appelle en français, la faisabilité économique classique. Bon, vous avez la baseline, hein, la ligne de base des finances dans un cas de figure classique. Et donc, c'est très difficile de bouger au-delà de cette figure classique. C'est pourquoi dans des projets urbains qui visent à supporter l'action climatique, on va essayer d'inclure, de visualiser, de comprendre, de mesurer les co-bénéfices. Justement pour élargir la collection de valeurs qu'on va réaliser et pour donc aussi motiver les investisseurs ou les acteurs économiques d'entrer dans une autre logique plus étendue qui à la fin parfois est aussi plus rentable. Donc cette question de rentabilité, c'était le mot que je cherchais, donc la rentabilité. Hein, est-ce qu'on peut élargir la figure pour raisonner d'une autre façon de rentabilité? Et encore là, donc toujours, il est important de pouvoir mesurer, de pouvoir montrer des figures, d'avoir des arguments, des preuves pour supporter ce genre de cas. Je vais vous montrer un exemple après. Donc, on appelle ça aussi les situations gagnant-gagnant ou les opportunités de couplage. Et donc, en impact, si on va raisonner en impact, donc on va par exemple faire une intervention dans la ville ou dans un paysage, et donc on agit sur un facteur, mais on va tirer sur tous les nœuds du filet, et donc on va avoir des co-impacts, d'impact sur d'autres domaines qui sont vraiment importants et qui peuvent être intéressants pour avoir un projet plus intégré. Donc, je vous donne un exemple pour la ville de Bruges, où autour du noyau médiéval, il y a donc une route, une petite ceinture, et c'est une route de 4 bandes de circulation pour voitures. Donc, c'est une espèce d'autoroute urbaine. Évidemment, avec un trafic assez intense, les pistes cyclables, c'est minimum. Et donc, si on va penser à réduire cette ceinture à 2 bandes de circulation pour les voitures et des grandes pistes cyclables et peut-être une bande spécifiquement réservée pour les bus, puis on va verduriser, on va avoir moins d'asphalte, plus de verdure, etc., etc. On fait un projet de paysage aussi de la nouvelle ceinture autour de la ville médiévale. Donc, le bénéfice direct, ce sera qu'on aura réalisé une partie du modal shift. Hein, donc, on va bouger
on va changer le partage entre l'utilisation de la voiture individuelle versus les gens qui se promènent, qui vont en bicyclette ou en transport public. Et donc, on va augmenter le taux de bicyclette et de transport public, et on va carrément réduire la possibilité de prendre la voiture parce que la capacité est limitée. Et vous allez bien sûr réduire vos émissions de carbone parce que vous changez à des modes plus durables. Mais les co-bénéfices sont aussi que vous avez moins de pollution de l'air, la sécurité routière va augmenter parce que il y a moins de voitures, moins de trafic, il y aura moins de bruit. Vous allez verdiriser donc le phénomène de l'île de chaleur urbaine va réduire, donc de Urban Heat Island, vous allez réduire. Vous avez un cycle d'eau plus mieux fonctionnant parce que vous avez réduit les surfaces pétrifiées et vous avez plus d'infiltration d'eau, vous avez plus de biodiversité, la qualité du paysage va augmenter, etc., etc., etc. L'espace public devient plus social parce que il y a plus de mobilité active et moins de voitures. Et donc, si vous allez regarder tous les co-bénéfices de cette intervention, et en plus, si vous allez être capable de même indiquer par chiffre certains effets, vous avez donc une rentabilité, soi-disant, complètement différente d'un projet. Et donc, c'est ça qu'on vise à faire dans les villes, sinon on ne bouge jamais du cas économique traditionnel à quelque chose qui est fondamentalement différent. C'est pour ça qu'on travaille maintenant sur un modèle d'impact où vous voyez ici, donc les indicateurs sont à l'extérieur, sont les petits cailloux à l'extérieur. Les 5 piliers de l'approche sont les grands cercles, donc l'environnemental, les conditions de vie, le socioculturel, l'économique et la gouvernance. Et puis, il y a 17 catégories d'impact qui sont un peu plus détaillées. Mais donc, ça permet le schéma, donc on l'utilise dans les villes. Le schéma, il permet déjà d'avoir un aperçu global de tous les indicateurs qu'on doit regarder, mais aussi de commencer à faire des liens entre différents secteurs et indicateurs, justement pour identifier les co-bénéfices. Donc, quels sont ces co-bénéfices? Je ne vais pas entrer dans les détails. Évidemment, et pour les îles, c'est peut-être encore beaucoup plus important, c'est l'indépendance énergétique, la réduction de la pauvreté énergétique, la réduction des dépenses sociales et de santé. Je vais vous donner un exemple après qui est vraiment très, très, très intéressant. Moins de pollution, plus de sécurité, pas seulement sécurité routière, mais aussi criminelle, parce que vous avez des espaces plus sociaux. Une productivité augmentée dans des bâtiments durables. Donc, j'ai entendu le cas d'un bâtiment de bureau où donc le propriétaire avait demandé un bâtiment durable qui coûte bien sûr plus qu'un bâtiment classique. Donc, le temps de retour de l'investissement était de 30 ans. Jusqu'au moment où on a vu que dans ce nouveau bâtiment, l'absentéisme des employés était fort réduit. Et puis donc, on a recalculé le temps de retour de l'investissement, y incluant donc le gain dans les coûts de salaire ou des coûts d'absentéisme. Et avec ces figures inclus, donc le temps de retour de l'investissement n'était pas 30 ans, mais 11 mois. Évidemment, parce que le taux des salaires dans une entreprise, ça pèse, et donc si vos employés sont plus productifs, ça vous rapporte de l'argent aussi. Et donc, voilà, c'est le type de figure qu'il faut mettre dans. Et donc, il faut aussi essayer à mesurer ces choses, parce que avec les chiffres, c'est avec les chiffres qu'on va convaincre
les financiers, les politiciens, des projets plus intégrés. Dans le trafic, moins d'embouteillage, donc moins de pertes économiques dans un trafic congestionné. On sait aussi que la valeur immobilière va monter dans des environnements plus durables, plus verts. Vos espaces publics donc gagnent en qualité, paysage, mais aussi comme lieu d'échanges sociaux, par exemple. J'ai parlé de l'îlot de chaleur urbain dans mon cas de la petite ceinture, hein, donc aussi c'est très important, surtout dans un contexte de climat tropique, par exemple. Euh, si vous pouvez, si vous devez vraiment conditionner à fond, vous avez aussi une émission énorme de chaleur vers l'extérieur des bâtiments qui encore va augmenter votre îlot de chaleur dans la ville parce que vous jetez votre chaleur donc dans la rue et là, ça devient plus chaud encore et vous connaissez le phénomène. Donc, c'est très important de voir tous les liens et de gérer ce genre de problème. L'économie locale verte, c'est très important, je crois, parce que pour autant qu'on doit dépenser ces moyens à importer des énergies fossiles, c'est un flux d'argent hors l'économie locale. Par contre, si vous êtes vraiment branché sur l'énergie renouvelable, c'est-à-dire production, mais aussi maintien, gestion des infrastructures, vous avez des projets d'efficacité énergétique. C'est tout un secteur local qui peut se développer. Et parce que c'est des acteurs locaux, l'énergie reste dans l'économie locale et donc va commencer à circuler et à mettre en disposition des moyens financiers. Donc, ça s'appelle les fuites d'argent à l'extérieur qu'on peut réduire et donc réinjecter dans l'économie locale. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc, aussi indépendance en matière de chaîne d'approvisionnement, c'est la même chose. Hein. Maintenant, avec la crise des matériaux, on sait que les prix des matériaux ont flambé. Et donc là, si vous avez une économie plutôt circulaire locale, vous êtes mieux protégé de ces effets. Un exemple quand même qui est assez frappant, il y a peu d'exemples comme ça, mais ceci, c'est un article qui traite de la rénovation énergétique de maisons d'ouvriers en Angleterre, dans un quartier défavorisé. Vraiment, des maisons vraiment bêtes, mal performantes, courant d'air, pas d'isolation, humidité, moisissure. Donc, vous voyez l'image. Et donc, on a rénové les maisons à fond et on a constaté que parce que les gens vivaient dans une maison bien, bonne, ils ont constaté que, par exemple, le taux d'admission du groupe de contrôle, donc ces gens-là ont été suivis, et donc on a constaté que le taux d'admission aux urgences baissait de 32% dans les cliniques. On a trouvé que la grande majorité des gens qui avant se déclaraient à grand risque de maladie mentale, après déclaraient qu'ils étaient à peu de risques. Alors, si vous voyez là les chiffres, qu'une intervention psychologique ou psychiatrique en moyenne coûtait presque 1000 livres, hein, si on réduit carrément le taux de maladies et problèmes mentaux, ça fait une économie énorme dans les dépenses sociales et médicales. Et donc, à la fin de l'histoire, la conclusion était que cette intervention était un no-brainer, c'est-à-dire c'était évident d'isoler les maisons et de les rendre de haute qualité parce que de l'autre côté, on gagnait énormément sur les coûts de santé. Donc, voilà, ça c'est les indicateurs qu'il faut chercher
pour avoir une autre approche des questions de durabilité. Je ne vais pas aller trop en détail sur les chapitres que j'ai préparés sur les matériaux et l'énergie. Je ne sais pas s'il y a des questions parce que la session antérieure, elle était très interactive. Donc, moi, je préfère, si vous avez des questions ou des suggestions ou des points à discuter, qu'on en discute un peu. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a trois. Attends. Non, il n'y a pas vraiment quelque chose. Non, il n'y a pas. Mais je pense qu'on doit tout doucement arrondir. Oui, OK. Donc, dans 5 minutes ou quoi. Est-ce que c'est possible Oui, je vais juste indiquer ce que j'ai préparé très brièvement. Comme ça, si vous voulez, vous le regardez. Je vais peut-être encore quelques minutes, juste quelques points qui sont intéressants dans le domaine des indicateurs. Donc, voilà, j'ai une section sur les matériaux, des initiatives bottom-up, Repair Café, des choses comme ça, des projets plus spectaculaires où on coupe des bâtiments, les réutilise pour faire des maisons, voilà. J'ai en énergie, j'ai des exemples de schémas qu'on utilise donc, pour visualiser la consommation d'énergie, la production d'énergie renouvelable et comment on peut réduire la consommation, augmenter la production durable pour qu'ils se rencontrent à un certain niveau. Et alors, on peut dire sur une base annuelle que vous consommez autant que vous produisez en renouvelable, donc vous êtes neutre au carbone à ce moment en ce qui concerne la consommation énergétique de la ville. Voilà. OK, le secteur à travailler. La mobilité, donc la mobilité douce ou active, c'est extrêmement important parce que voilà, c'est zéro carbone et c'est aussi c'est quelque chose de très psychologique. Hein. J'ai parlé de la place de la voiture dans la ville et les discussions qui en résultent. Ceci, c'est l'Italie. Hein, vous connaissez l'Italie, c'est comme l'Allemagne, c'est un pays voiture. Hein, c'est les gens, il y a des marques, vous les connaissez, Ferrari, Lamborghini, etc. Mais voilà, c'est une ville en Italie, c'est plein été, c'est la vague de chaleur, mais il y a une infrastructure pour les bicyclettes qui est splendide. Et donc, même à 38 degrés, c'est plein de cyclistes dans la ville. Hein, donc, c'est une question c'est un shift énorme, mais c'est une question de construire l'infrastructure qui est nécessaire avec tout le confort, avec tout le plaisir de faire la bicyclette. Et puis les gens y vont et quand ils sont là, il y en a plus qui viennent parce que quand quelqu'un donne l'exemple et ça colle, ça va vraiment bien, les autres suivent. Donc ça, c'est un succès énorme. Et donc, si ça peut se faire dans une ville, ça peut se faire dans d'autres aussi, évidemment. OK, les défis. Hein, donc, tout le monde est confronté avec des défis de capacité, surtout dans tous les travaux techniques qu'il faut pour augmenter l'efficacité énergétique ou aller dans le renouvelable. Donc, on a ce défi. Mais où je veux peut-être finir, c'est travailler avec les citoyens, ça peut aussi être mesuré avec eux. Et donc, je vous donne 3 exemples ici en Belgique. Donc, un exemple, c'est le monitoring du trafic par les citoyens. Donc, on colle cet appareil à la fenêtre. Et donc, on va compter combien de piétons, bicyclettes, voitures et camions passent par jour, par heure. Et ça permet vraiment d'avoir des politiques bien informées. Et en plus, les gens deviennent très conscients du trafic, de l'impact, des différences entre les différentes rues, etc., etc. Et donc, c'est eux, c'est les citoyens aussi qui vont commencer à demander des solutions. Parce que, par exemple, ici, vous avez l'exemple de la qualité de l'air. Donc, vous avez des milliers de points de mesurage et par exemple, il y a eu en Belgique toute une discussion sur la qualité de l'air près des écoles.
parce que d'habitude, donc, les gens aiment apporter leurs enfants à l'école en voiture, ce qui donne un embouteillage énorme à l'école le matin et le soir, avec une pollution navenante. Et donc, c'est en mesurant le taux de pollution autour des écoles qu'on a vu changer les politiques et qu'on a commencé à imposer des zones sans trafic ou des horaires sans trafic autour des écoles, par exemple. De même pour la sécheresse, c'est des campagnes de citizen science, donc de travailler avec les citoyens pour avoir vraiment une maille de mesurage extrêmement performante. Voilà. Il y a des choses sur les finances, économie. Je vais juste passer ça. Et comme je disais, hein, donc je pense que ça a été déjà mentionné dans des sessions antérieures. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir la collaboration très bien pensée entre autorités locales, entreprises, citoyens et instituts de connaissances. Dans nos projets, dans les villes, on a toujours, on appelle ça la chenille. Hein, donc, on a une roue qui est tout ce qui est technique, scientifique, mesurage, scénario, calcul, et on a la chenille, on a la roue du processus. Et donc, il faut avancer à la même vitesse avec les deux, sinon on ne tient pas la course. Voilà. Je vais m'arrêter ici. J'ai encore plein d'exemples d'images, mais je vais m'arrêter ici. Merci. On devrait revenir sur certains de ces points à un moment ultérieur. Mais je voudrais quand même poser la question à l'audience, aux participants. Quand on, quand on parle de co-bénéfices, hein, quels seraient les co-bénéfices qui sont spécifiques, hein, pour les territoires et les îles tropiques, hein, pour la plupart, d'une politique de transition énergétique. Je pense que hein, il y a eu des exemples des villes aussi des exemples de mobilité. Je pense que les exemples de mobilité s'appliquent aussi en pas mal hein, des centres sur les îles. Mais donc, spécifiquement pour les îles, si on veut penser à des co-bénéfices qui peuvent mobiliser, qui peuvent motiver les citoyens à participer dans la transition énergétique, quels seraient ces co-bénéfices? Je ne sais pas si Axel ou Pascal ou Christophe ou Caroline voudraient intervenir. Main levée. Ah, oui. Oui, bonjour, c'est la Polynésie. Ah, bonjour. Bonjour, merci pour cette présentation. Mais je pense qu'on a des co-bénéfices, de toute façon, qui ont été cités, qu'on va retrouver partout, que ce soit dans les îles ou sur le continent, peu importe le climat. Mais pour n'en citer qu'un, en Polynésie, on a pas mal de soucis d'obésité, par exemple, et de diabète, parce que du coup, il y a peu de mobilité douce du fait du manque d'infrastructures. Donc, typiquement, effectivement, l'éco-bénéfice par exemple, développer tout ce qui est infrastructure cyclable ou mobilité douce de manière plus large permettrait d'améliorer grandement la santé de la population, outre l'alimentation, bien sûr, qui a travaillé à côté. Voilà. Clairement, il y a des choses qui sont applicables ici sans problème. Ouais. Oui, je pense que enfin, pour hein, élargir cette question, la santé est vraiment hein, dans tout ce qui est environnemental, climatique, un grand appui de motivation pour les gens de dire OK, on ne peut pas continuer comme ça, ça impacte. Et je constate aussi avec mes enfants hein, que souvent aussi en fait, la question climatique est raccourcie à des questions de santé et vice-versa. Hein, donc, on les joint.
ce qui est remarquable parce que scientifiquement, c'est pas toujours correct, mais c'est mobilisateur. Et donc, question de déchets, question de santé, question climat sont mis ensemble. Est-ce qu'il y en a d'autres co-bénéfices qui seraient, je pense que dans la... Oui, Christophe. Je pense que dans la présentation de Wallis et Futuna, on a élaboré un outil. Et c'est bien sûr la dépendance des carburants fossiles et du fait que l'approvisionnement est plus compliqué sur les îles. Maintenant, il y a des systèmes de solidarité, mais néanmoins, ça reste une fragilité qui est plus grande qu'ailleurs, hein, et qui mène pas mal de territoires insulaires ou périphériques à finalement choisir des modes de production d'électricité qui sont décentralisés, qui sont plus autonomes, euh, donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent motiver, qui sont de nature santé ou économique même, qui peuvent appuyer une politique de transition énergétique. Il est 10h30 ici, enfin, on a encore une demi-heure dans cette session de formation et on voudrait certainement encore écouter Loïc sur le schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie et surtout parce que c'est la deuxième version. Et donc, ce qui nous intéresse certainement dans ce cycle, dans cette formation, c'est que comment version 2 a évolué versus la version 1. Donc, Loïc, je ne sais pas, je vois que vous êtes là. Oui, bonjour à tous et bonjour Ouais. Jeanne. Bonjour. Et donc, voilà, je vous invite à prendre la parole et nous éclaircir sur le schéma de transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Ça commence. Oui, Oui, voilà. on le voit. Parfait. Parfait. Donc, bonjour à tous ou bonsoir pour ceux effectivement qui sont sur d'autres fuseaux horaires un peu moins favorables. Je me présente, je suis le chef du service énergie de la DIMINC, donc la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie. On a très récemment validé notre schéma pour la transition énergétique dans sa deuxième version. Et le support que j'ai utilisé ce matin pour cette intervention est celui qui a été utilisé il y a de cela quelques semaines lors d'une première journée justement dédiée avec l'ensemble des parties prenantes de la transition énergétique. Je vais commencer. Ça risque d'être assez rapide, mais on m'avait dit de tenir en 10 minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Donc très rapidement, ce qui a été validé en 2016 donc, par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, puisque la Nouvelle-Calédonie est compétente au même titre que Wallis et Futuna ou la Polynésie. On a un système on va dire de gouvernance qui est un peu particulier par rapport à d'autres pays d'outre-mer français. Donc notre congrès a validé finalement un schéma en 2016 qui visait à réduire finalement à la fois la consommation d'énergie primaire, à réduire les émissions de gaz à effet de serre à la fois dans le secteur de la mine et de la métallurgie, mais aussi du transport et du résidentiel, ainsi que le développement des énergies renouvelables. Juste pour information, la Nouvelle-Calédonie est composée, on va dire, d'une île principale, qui est ce qu'on appelle, nous, la Grande Terre, puis d'îles secondaires, donc il y en a 3 sur la côte est, donc les îles Loyauté qui sont peuplées,
une au sud et deux petites au nord, avec une population qui est relativement faible, mais sur lequel on a effectivement des enjeux de double insularité, donc, puisque l'ensemble des produits énergétiques arrivent sur la Grande Terre et après on doit les dispatcher sur les autres îles. Donc ces îles-là, c'est pour ça qu'on voit parmi les objectifs des taux de pénétration d'énergie renouvelable aussi importants dans les îles Loyauté enfin dans les îles, parce que effectivement, ça a un intérêt à la fois économique et aussi en termes d'émissions de carbone d'envoyer des produits fossiles vers ces consommateurs. Alors, en 2021, il y a eu une démarche qui a été lancée de révision du schéma. Finalement, démarrage des travaux en 2021 avec de la concertation des acteurs. Et il a été, le schéma dans sa deuxième version a été acté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 16 août 2023, donc quand même 2 ans, vous voyez, pour permettre effectivement de redéfinir les nouveaux objectifs. Alors pourquoi est-ce on est parti sur cette réforme ou cette révision du schéma? Tout simplement parce que réglementairement, déjà, on avait un schéma qui s'arrêtait en 2022, donc c'était 2016-2022. Donc il était prévu une révision pour mettre à jour un petit peu nos objectifs. Ensuite, on a quand même eu, du coup, on va dire, des belles avancées en matière du contexte général avec un développement très, très important des énergies renouvelables. On visait, comme vous avez pu le voir avant, un taux de pénétration de 100% d'énergie renouvelable à destination de la distribution publique à l'horizon 2030. Et en fait, à l'horizon 2026, cet objectif va être atteint. Donc, on s'est dit que c'était aussi une bonne manière de commencer à se pencher sur ce sujet. Mais de l'autre côté, on continue à avoir une énergie très carbonée. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que même si on a eu un taux de pénétration des énergies renouvelables très important, et on visait la distribution publique, donc les ménages, les administrations et les entreprises, les petites industries, en fait, en Nouvelle-Calédonie, 75% des besoins énergétiques sont à destination des 3 industriels de la métallurgie. Donc, on a une industrie très importante du nickel. On a 2 industries qu'on appelle des électro-intensifs qui font finalement de la pyrométallurgie et un industriel qui fait de l'hydrométallurgie, donc des besoins énergétiques moins importants, mais quand même des fortes émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand même une augmentation des gaz à effet de serre et toujours une énergie assez carbonée. Et enfin, l'objectif de ce nouveau schéma, c'est de nous permettre de définir des nouvelles orientations et un nouveau cap, à savoir un petit peu plus ambitieux, de manière à prendre dans le périmètre d'intervention du schéma les besoins de nos industriels qui sont, comme je le disais, qui représentent 3/4 des besoins. Alors voilà, pour très rapidement une synthèse. Donc ça, c'est au niveau des émissions, enfin du taux de pénétration des énergies renouvelables. On voit que finalement, on a du coup ce qu'on voit sur le bas de l'écran, un taux de pénétration à la fois. Alors on est en valeur, on est en pourcentage, donc on a quand même un développement important du charbon et des produits pétroliers dans la production électrique de ces dernières années, avec l'entrée en service finalement à partir de 2009 d'une unité de production, donc PRMC, donc Premier Ressources, qui est, comme je le disais, l'unité qui utilise de l'hydrométallurgie. Et à partir de 2013, le deuxième acteur qui est KNS, Koniambo Nickel Society, qui eux utilisent, qui est un pyrométallurgiste et qui utilise du charbon aussi pour répondre à ses besoins. Donc, même si on voit à partir des années 2018 un fort développement des énergies renouvelables et notamment du photovoltaïque, que ce soit au sol ou en toiture, on a notre mix énergétique qui est quand même très fortement carboné. Donc, un processus d'élaboration du schéma dans sa deuxième version qui a été assez long et qui nécessite beaucoup de consultations. Je pense que c'est probablement un point important à souligner, hein.
c'est que lorsque l'on veut, en Nouvelle-Calédonie, on a un maître mot qui est la collégialité. Donc, à partir du moment où une décision doit être prise, elle est faite effectivement sous l'égide de la collégialité, donc qui nécessite de la consultation, beaucoup de consultation, et d'essayer d'avoir de la co-construction avec l'ensemble des acteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a un processus qui a été relativement long entre voilà, le 10 juin 2021 et le 16 août 2023 pour l'adoption d'un texte qui nécessite aussi à certains moments un travail de réactualisation et de révision pour nous assurer que ça colle bien avec les objectifs de la Nouvelle-Calédonie et du public. Au niveau des objectifs du nouveau schéma, on vise effectivement l'objectif global, hein, c'est de réduire de 70% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2035. Notre année de référence est 2019 et on vient de terminer avec l'accompagnement du CITEPA, la réalisation de notre inventaire de gaz à effet de serre sur le pas de temps 2016-2022. Donc, on a justement des données qui sont actualisées sur notre état initial. Par rapport à ça, une des différences importantes, c'est effectivement que si on regarde les 3 ambitions, on intègre très fortement les secteurs de l'industrie minière et métallurgique, comme je le disais, qui représentent 75% des émissions de gaz à effet de serre du territoire, avec un objectif à l'horizon 2035 de réduire de 50% leurs émissions. Pour cela, on passe par des accords cadres, sachant que les métallurgistes disposent de leur unité de production propre. La grosse révolution qui est attendue, c'est qu'à un moment donné, ils soient raccordés au réseau de transport public d'énergie du territoire et qu'ils fassent appel aux besoins, en fait, au système de production du système qui vont être finalement une décentralisation de notre production énergétique, électrique. Ensuite, le développement de la mobilité décarbonée. Pour votre information, aujourd'hui, les ventes de véhicules électriques sur le territoire représentent moins d'1%. On a un parc relativement important compte tenu de la population. On a beaucoup de 4x4, de pick-up et de gros SUV. Donc, c'est quand même un challenge qui va être de changer les mentalités et de s'assurer qu'il y ait une transition qui soit performante de ce côté-là. Ensuite, la troisième ambition est celle effectivement de réduire, enfin d'accélérer la transition énergétique pour l'activité économique et le secteur résidentiel, avec un objectif aussi de 30% de réduction des consommations. Alors, quelques-unes des actions clés hein, qu'il y a aujourd'hui dans le texte réglementaire qui définit le schéma pour la transition. C'est voilà, la signature d'accords cadres avec les métallurgistes pour le verdissement et la compétitivité de leur outil, sachant que l'énergie est quand même un des points cruciaux de compétitivité par rapport à des acteurs internationaux, enfin des concurrents internationaux qui sont drivés notamment par l'Indonésie et la Chine. Donc, l'idée, c'est de pouvoir retrouver de la compétitivité puisque c'est un secteur d'activité, vous en doutez, sur un petit territoire comme la Nouvelle-Calédonie qui représente un fort taux d'emploi et donc de retombées économiques. Ensuite, la réalisation voilà, de bilan carbone et la mise en œuvre des préconisations. Donc là, on est vraiment sur les métallurgies et sur les mines. Et ensuite, la création ou la mise en œuvre d'un label nickel vert qui se rappellerait label nickel vert et éthique. L'objectif est de pouvoir finalement redonner un petit peu le blason du nickel calédonien vis-à-vis des marchés sur lesquels on a effectivement des contraintes d'intégration à la fois du carbone, mais aussi des principes éthiques que sont la RSE et les impacts sociaux finalement sur les populations et les retombées sur les populations locales. Au niveau de la mobilité, pareil, très rapidement, quelques-unes des actions phares. Un plan de déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques. Donc, quelque chose qui a déjà été travaillé et sur lequel on a une visibilité
assez bonne. Par contre, là où aujourd'hui on rencontre quand même un challenge, c'est effectivement sur comment est-ce qu'on va mettre en place effectivement cette transformation du parc automobile, puisque notre objectif est qu'à l'horizon 2035, on ait 50% des véhicules, des nouveaux véhicules mis en circulation qui soient des véhicules propres. Se pose également par rapport à cette thématique la problématique de gestion des batteries en fin de vie. Et j'imagine que c'est une problématique auquel les autres PTOM sont aussi confrontés. Et j'espère qu'on pourra effectivement en discuter un peu plus, on va dire, un peu plus en profondeur avec les différents intervenants. Enfin, la réduction de 50% voilà, du parc thermique du gouvernement. Alors, quand on parle gouvernement, c'est l'entité publique de la Nouvelle-Calédonie ainsi que ses établissements publics. Donc, l'idée, c'est d'être un petit peu précurseur et de mettre en avant la volonté du gouvernement à enclencher cette transition. Par rapport à cette thématique-là de la mobilité décarbonée, c'est un des sujets, une des thématiques justement, un des projets qu'on a soumis au programme GO et sur lequel on a eu une validation à la fois du gouvernement et du programme. C'est de déployer finalement une étiquette à destination des véhicules, c'est-à-dire une étiquette qui reprenne en compte à la fois les facteurs d'émission et finalement d'émissions de polluants et de gaz à effet de serre et les facteurs en fonction finalement de la motorisation des véhicules. Notre problématique est la suivante. Sur le territoire, on va avoir plusieurs finalement pays qui vont être en capacité, enfin on va avoir plusieurs pays fournisseurs de véhicules. On va avoir l'Asie, avec l'Asie du Sud-Est ou le Japon. On va avoir des véhicules qui proviennent des États-Unis et des véhicules qui proviennent d'Europe. Notre problématique est de pouvoir finalement être en capacité de comparer les facteurs d'émission de ces véhicules par rapport soit à une distance, soit par rapport à un usage, et de nous assurer que les politiques publiques qui vont être mises en place permettent d'encourager les véhicules avec on va dire, les meilleurs facteurs d'émission. Donc, c'est finalement un petit peu ça va être notre point de départ pour être en capacité de déployer une stratégie du pays vis-à-vis de ce qu'on veut accompagner en termes de véhicules. Puisque on ne peut pas se baser que sur une étiquette qui existe, enfin sur des facteurs d'émission d'Europe, parce que les méthodologies, les normes qui sont employées dans les pays, par exemple d'Asie, ne sont pas les mêmes et sont encore différentes de celles des États-Unis. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une étiquette un petit peu calédonienne et qu'on puisse partager avec les autres membres du programme, et notamment avec nos confrères de Polynésie, sur justement une étiquette qui nous permet voilà, de nous assurer qu'on compare bien ce qui est comparable d'un véhicule à l'autre. Sur le troisième volet, qui est l'accélération de la transition énergétique pour le secteur économique et le résidentiel. Donc, pareil, déploiement d'un cadre pour pousser la performance énergétique des bâtiments, des dispositifs financiers pour accompagner à la fois les entreprises et les particuliers à acheter des équipements qui soient performants. Et notamment pour lutter contre la précarité énergétique, hein, puisqu'on a quand même, on va dire, entre 15 et 20% de la population qui sont sous finalement les seuils, ce qu'on pourrait appeler de pauvreté d'un point de vue local. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir des mesures qui permettent de ne pas laisser les gens sur le côté du chemin. Et puis, on va dire, un plan de rénovation à la fois pour le parc du gouvernement, le parc bâti du gouvernement, et pour les dépenses énergétiques des bâtiments ou des ménages. Alors, tous ces sujets, hein, toutes ces ambitions, on va dire, sont des ambitions aussi politiques, mais qui découlent sur des défis qui sont quand même assez importants et très structurants. C'est déjà, comme je le disais, qui finalement va être en capacité d'investir sur des moyens de production renouvelables d'une ampleur assez conséquente, puisque
On parle effectivement de 75% de nos besoins qui sont consommés par les métallurgistes, ce qui représente quand même 3 térawattheures d'énergie. Donc, comment est-ce que aussi ces outils de production énergétique vont pouvoir être garantis dans le temps, c'est-à-dire que fait-on de l'énergie dans le cas où on aurait un industriel qui viendrait à faire défaut et qui ne serait plus en capacité d'enlever l'énergie. Donc en fait, cette disproportionnalité qu'il y a entre le secteur public et les industries fait qu'à un moment donné, le secteur public ne peut pas porter tout le risque. Donc on est en discussion avec l'État français pour voir un petit peu quelles seront les garanties qui pourront être apportées à la fois par les métallurgistes et aussi par l'État. Donc, pareil, sur des besoins d'investissement, hein, on va avoir des besoins d'investissement très importants, autant sur les outils de production comme sur les outils de stockage. Il y a déjà dans les tuyaux un projet de batterie qui a été validé, donc on est sur du 50 MW 3 heures, donc quand même des unités quand même relativement importantes. Et on risque de s'orienter vers une station de transfert d'énergie par pompage, peut-être une deuxième, et peut-être aussi une deuxième batterie, une batterie d'énergie par accumulateur. On a un état financier du système électrique qui est relativement sous forte tension, pour la simple et bonne raison que depuis historiquement, les tarifs de l'électricité n'ont pas évolué depuis 2008, entre 2008 et 2022. Donc, autant en 2008, on avait des tarifs des recettes qui couvraient les dépenses, autant à partir de 2016, ça s'est inversé. Et on a aujourd'hui une dette qui se chiffre à, on va dire, 120 millions d'euros de déficit du système. Donc, il faut qu'on arrive à identifier à la fois une manière de pérenniser l'activité de notre opérateur qui supporte le déficit et de voir comment finalement les augmentations ou d'autres mesures vont permettre effectivement de venir combler ce déficit. Un des points cruciaux, et je pense que ça a été abordé lors d'un des précédents ateliers, c'est effectivement la gouvernance sur la mise en place du schéma de transition énergétique. Une gouvernance qui doit être à la fois précise mais partagée si on veut que ce soit une réussite, puisque c'est quand même quelque chose qui est relativement compliqué à faire au vu de la multiplicité des acteurs et du millefeuille administratif et réglementaire qu'il peut y avoir en Nouvelle-Calédonie avec des compétences partagées entre l'État, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Et enfin, le besoin d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, un état des lieux précis finalement de nos émissions à l'horizon 2019, de manière à pouvoir travailler sur les secteurs les plus émetteurs, si on le veut, et de voir quels sont les quick wins et ainsi que les actions à déployer sur un pas de temps beaucoup plus long et beaucoup plus qui vont nécessiter des actions plus structurées. Voici pour mon intervention. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à disposition, avec néanmoins une petite contrainte puisque j'ai un autre rendez-vous dans quelques minutes. Merci. Merci. Merci à vous, Loïc, pour cette présentation du schéma de transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. Et bon, comme tout le monde peut apprécier, le fait d'avoir une grande industrie sur l'île, sur grande terre, en plus une industrie intensive en énergie et en carbone, fait en sorte que le défi est très différent, au moins pour cette partie, de la situation des autres îles. Par contre, pour la partie non industrielle, je crois que les défis sont très similaires. Et là, il y a certainement
des synergies à trouver. Est-ce qu'il y a de la part des participants des questions? Enfin, il nous reste très peu de temps aussi. Mais s'il y a une question urgente, on a bien sûr l'opportunité de poser cette question. Il y a une question sur la chat. Est-ce que Oui, l'hydrogène importé serait une d'accord. solution pour l'industrie lourde? On a tenu longtemps dans la formation de ne pas parler hydrogène, mais finalement, On y est. on est tenu. Désolé, Mais ça désolé. ouvre une discussion de quelques heures, je pense. Ouais. Mais Ça dépend Loïc, de l'industrie aussi, hein. très court sur l'hydrogène, est-ce que c'est considéré comme une option ou pas du tout? Oui, alors aujourd'hui, on ne ferme surtout pas la porte à un système, que ce soit un vecteur d'énergie ou un autre, hein. L'hydrogène, pour le moment, pourrait en plus avoir d'autres débouchés. Donc, il est pas du tout, enfin, il est loin d'être écarté. On doit définir notre programmation pluriannuelle de l'énergie. Pour cela, on a la chance de pouvoir nous appuyer sur la Commission de régulation de l'énergie de la France, qui vient justement de finir une mission sur le territoire par rapport aux différentes problématiques que j'ai évoquées. Donc oui, enfin l'hydrogène, si jamais on devait déployer des moyens pour vis-à-vis de l'hydrogène, ça serait probablement de la production locale, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on a aujourd'hui beaucoup de surplus d'énergie qu'on achemine à destination des métallurgistes à des coûts défiant toute concurrence, parce que tout simplement, sinon, ils n'en ont pas besoin et qu'ils ont leurs outils de production en propre. Donc, l'idée, c'est que éventuellement réfléchir à ce que l'hydrogène peut nous apporter comme source de stockage d'énergie, mais aussi en production. Pourquoi? Aussi parce qu'on a encore, à l'inverse de certaines îles, des très grandes surfaces sur lesquelles on peut déployer beaucoup de superficies de panneaux, et on a aussi un gisement vent qui peut être intéressant et qui pourrait être exploité. Donc, en fait, c'est pas la place qui manque en Nouvelle-Calédonie pour déployer effectivement du photovoltaïque, et c'est pour ça que c'est quand même ça représente une grosse partie des développements des dernières années. OK. Merci pour cette réponse. Donc, pour clôturer, je pense que si on clôture cette session de formation aujourd'hui, mais en fait, on clôture aussi le cycle de 5 sessions qu'on a eues. On a commencé avec les objectifs et l'agenda de la transition énergétique. Et puis, on a regardé la préparation de la politique dans le sens de préparer les décisions, mais aussi déjà préparer l'implémentation en se donnant des instruments, créer des agences, créer le cadre institutionnel pour pouvoir délibérer sur des décisions qui s'imposent. Puis on a regardé la partie décisionnelle et donc comment on peut associer aussi des parties prenantes et autres à la décision sur la transition énergétique, et puis l'étape sur l'implémentation de la politique énergétique et des exemples d'implémentation qu'on a parcouru. Et aujourd'hui, donc, le suivi et l'évaluation qui donnent finalement l'occasion de redémarrer tout le cycle politique sur base de plus de connaissances, plus d'expérience, plus de vécu, plus de parties prenantes potentiellement qui se sont intéressées, associées à cette transition énergétique. Et donc, je pense que on a eu une présentation de presque chaque île participante. Malheureusement, hein, comme
Didier était excusé aujourd'hui. On n'a pas eu cette présentation de Wallis et Futuna, mais on a eu quelques interventions quand même de cette île et donc c'était bien plaisant. Mais donc, on a eu l'occasion d'aussi écouter quelle est la situation, mais aussi quelle est l'approche dans chaque île. Donc, ça confirme finalement ce cycle politique. Ça confirme aussi certaines similarités, mais aussi certaines spécificités. Ce qu'on a vu aussi, c'est que pas mal de présentations où on a creusé sur certains éléments du cycle politique posent un défi pour les îles, pour les territoires outre-mer, mais pas seulement. Hein, on a vu des similarités où les mêmes défis se posent sur des îles dans d'autres continents, mais aussi dans des régions périphériques ou même des zones urbaines partout un peu dans le monde. Et donc ces exemples ont permis d'élargir le champ de possibilités, hein, le champ de choix à faire dans la transition énergétique et de regarder qu'est-ce qui serait utile, qu'est-ce qui serait adéquat, qu'est-ce qui serait une amélioration peut-être par rapport à la situation ou la politique actuelle en transition énergétique. Donc, voilà, on arrive à la fin. Je vous remercie vivement de votre participation, aussi de votre attention, des échanges. Nous avons appris beaucoup et j'espère que vous aussi. Reste à dire que donc il y aura un certificat de complétion de cette formation. Il y aura aussi toujours le formulaire d'évaluation. Ça nous intéresse vraiment de lire et d'avoir le feedback, le retour de ce que vous avez trouvé, comment on peut améliorer. Et je voudrais aussi mentionner que mi-mars, nous viendrons en Polynésie pour avoir des workshops en live sur les mêmes thèmes, mais creuser encore davantage et aussi participer, interagir, travailler ensemble sur ces questions pour approfondir notre connaissance, mais aussi notre compréhension et notre maîtrise de la transition énergétique. Pour ça, il y aurait des invitations à certaines organisations et individus. Et donc, j'espère que pendant ces workshops, pendant ces ateliers, on va pouvoir encore aller beaucoup plus loin dans les questions et les défis de la transition énergétique. Voilà. Pour la partie politique de transition énergétique, je pense qu'on touche à la fin. Est-ce qu'il y a encore des questions, remarques, des éléments que vous voudriez apporter? Donc la semaine prochaine, le thème change un peu. Bon, bien sûr, ça reste dans le cadre de transition énergétique, mais c'est plus sur la régulation. Et donc, par exemple, la question de Pascal, sur les régulateurs, hein, comment créer un régulateur, ça sera abordé, bien sûr. Certaines villes ont déjà un régulateur, d'autres pas encore, mais on va creuser l'aspect institutionnel, le pouvoir, les moyens de régulation et comment ça peut améliorer la transition énergétique. Merci Yann. Pas de questions. On a eu quelques questions dans le chat. On a donné une réponse là-dessus. S'il y a quand même quelque chose après, n'hésite pas de nous contacter. Normalement, vous avez les emails. Sinon,
Le mien, maintenant, je vais le faire correct parce qu'hier, j'ai pas mis dans la session anglais, j'ai pas mis mon email correct. Mais donc, n'hésitez pas de reconnecter après et de demander ce qu'il faut demander. Merci, merci et bonne journée, bonne continuation. Ouais, Au merci. revoir. Merci. Bonne Merci. Et au journée. revoir à